Bonjour Bernard, bonjour Nathalie, bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance du séminaire R, l'atelier interdisciplinaire de recherche sur l'environnement, qui, je le répète, à chacune de nos séances rassemble les chercheurs et les doctorants de Sciences Po qui conduisent des recherches sur les questions environnementales, les transitions écologiques, l'écologie politique et qui souhaitent partager leur travail, le faire connaître, échanger, échanger avec d'autres euh, et faire avancer ces nobles et importantes questions. Avant que je présente Jon Marco Church qui va faire la présentation et nous livrer certains éléments de son travail aujourd'hui, j'ai envie de vous donner quelques éléments sur nos prochaines activités. Bénédicte, est-ce que tu veux dire quelques mots sur nos prochaines séances et notamment sur le colloque la semaine prochaine? Oui, alors Bernard Nathalie et Bernard pourraient aussi en dire beaucoup, je pense. On relaye la grande conférence qui aura lieu les 17 et 18 novembre. C'est ça, hein, ouais. Et donc, c'est un colloque Convention citoyenne pour le climat avec de nombreux participants organisé par le Centre des politiques de la Terre. Et c'est des premiers résultats des recherches menées au cours de cette convention citoyenne. Donc sur le site de la direction scientifique, sur la page R, vous pouvez avoir des liens pour vous inscrire. Donc c'est 2 jours, 17 et 18 novembre. Et ce qu'on n'a pas encore mis sur le site, mais qui ne devrait pas tarder, début février 2021, donc on se projette un peu loin, nous aurons une séance qui aurait dû avoir lieu au printemps 2020, je ne sais plus même si c'était peut-être l'hiver 2019, bref, avec Frank Fischer. Et puis, pour l'instant, c'est tout ce qui est calé en termes de date précise, mais on a d'autres séances qui se mettent en place et on mettra la page à jour dès que possible. Ce que je me permets aussi de signaler, un petit coup de pub pour la page R. Vous savez, il y a eu 6 séances assez rapprochées les unes des autres en début d'année. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir les droits d'enregistrement pour les 2 premières séances qui avaient justement pour thème la Convention citoyenne pour le climat. En revanche, les 4 suivantes ont bien été enregistrées et ça y est, on commence à les mettre en ligne. Donc, sur la page de R, vous avez une conférence qui a été mise en ligne, celle sur les pesticides. Donc, il y a une vidéo, il n'y a pas de montage particulier, hein, c'est de la vidéo du webinaire en ligne. Donc, avec les moyens du bord, on a fait ça. Mais voilà, ça y est, c'est disponible et les 3 autres vont l'être en suivant. Et puis, celle qu'on fait là aujourd'hui est enregistrée aussi. On essaie d'enregistrer les suivantes pour garder trace de ces séances. Ce qu'on va mettre aussi également à jour sur le site de R, c'est les webinaires auxquels R participe en collaboration avec le CPT, le Centre des politiques de la Terre. Il va y avoir 2 dates en décembre et puis un certain nombre de dates au premier trimestre 2021. Donc, tout ça va être mis à jour. Voilà pour les infos. Très bien, merci beaucoup Bénédicte. Et oui, en effet, on va avoir d'autres activités, d'autres séances qu'on est en train de préparer ou de se préparer à relayer en fin novembre ou début décembre. Et puis un grand merci à l'équipe de la direction scientifique, parce que c'est un gros travail de gérer cette communication, de gérer les vidéos, etc. Et c'est une grande avancée qu'on a faite grâce à Hélène et à plusieurs d'entre vous. Donc voilà, je suis heureux de vous présenter Jon Marco Church, qui est maître de conférence en durabilité et gouvernance à l'Université de Reims. Jon enseigne également en premier cycle à Sciences Po sur le campus de Reims les questions de durabilité et gouvernance.
Il est aussi associé au groupe de recherche environnement et relations internationales du CERI, où nous nous sommes rencontrés lors d'une l'une des séances de ce séminaire. Et ensuite, nous avons pu échanger autour de travaux et de papiers que Yon est en train d'écrire. Yon développe des réflexions et oriente ses recherches vers les questions de gouvernance, mais avec une perspective un peu particulière, puisqu'il centre vraiment ses réflexions sur l'interaction entre les systèmes sociaux et les écosystèmes. Et il a cette capacité pas si répandue de maîtriser à la fois ce qu'on développe en termes de pensée sur la gouvernance en sciences politiques principalement et en relations internationales, mais aussi d'être assez familier avec, et très familier même, et de contribuer à ces réflexions sur la gouvernance des écosystèmes avec des approches qui viennent plutôt de l'écologie et de la biologie. Donc c'est cette interface entre sciences de l'écologie et sciences du politique sur lesquelles évidemment on est très mobilisé à R, et c'est en raison de son investissement et de ses compétences dans ce domaine-là qu'on est heureux de l'accueillir aujourd'hui. J'indique aussi qu'il est actuellement impliqué dans un processus de réforme de ce qu'on appelle l'IFAS, c'est-à-dire l'International Fund to Save the Aral Sea, la mer d'Aral, où il va utiliser quelques-unes des conclusions de l'ouvrage qu'il va nous présenter aujourd'hui sur l'éco-régionalisme, la gouvernance des régions écologiques. Il va nous expliquer ce qu'il entend par là. Et donc, il va contribuer à la mise en place de cette institution qui est un peu bloquée, je comprends, dans ses développements depuis 2016. Donc, Yon est un chercheur à la fois enfin, très engagé dans sa réflexion, dans sa production scientifique, mais aussi engagé dans les formes pratiques de gouvernance de l'environnement et les formes d'expérimentation qui se développent ici. Et je suis sûr qu'il va avoir beaucoup à partager avec nous. Donc, il va nous présenter son ouvrage qui a été publié en 2020 chez Routledge, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Eco-Regionalism, Analyzing Regional Environmental Agreements and Processes, qui est donc tout récemment sorti. Voilà, Yon, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous donne la parole tout de suite pour une demi-heure environ, et puis ensuite on pourra échanger, vous poser des questions et s'engager dans une série de questions-réponses. Merci beaucoup, Richard. Merci à Sciences Po, à R et à tous les participants dans ce séminaire. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous et pour cette séance que j'espère sera le plus interactive et la plus stimulante possible. J'ai préparé une présentation que j'espère sera que je vais essayer de rendre le plus court possible. C'est une présentation donc de mon ouvrage qui vient de sortir il y a quelques mois. Ces présentations, au moins initialement, l'idée c'était de partir en voyage pour quelques semaines, donc Paris. Je suis été invité dans d'autres villes, dans d'autres pays, pour présenter cet ouvrage, mais c'est un voyage que je ferai à partir d'aujourd'hui, donc jusqu'à la fin de l'année, mais plutôt sur Zoom. C'est un peu moins exotique, mais ainsi va la vie dans ces temps de Covid. Donc, j'ai préparé une présentation qui va toucher, je pense, les aspects de l'ouvrage que je tiens de souligner, en fait, parce que ce sont des aspects que probablement ils ne sortiront pas de la discussion. Exprès, je vais survoler sur des aspects plus généraux sur qu'est-ce que c'est une éco-région, pourquoi l'éco-régionalisme, quel est son intérêt pour nous aujourd'hui en France avec les problèmes
écologiques et sociétaux qu'on a en face de nous, et les réserver plutôt pour le débat, parce que je suis sûr qu'il y aura aussi pas mal de réflexions et à partager de la part des participants. Et donc, oui, je vais essayer d'être le plus concis possible pour dégager autant de temps possible vers la fin. Donc, je vais essayer de récupérer la présentation. Est-ce que vous la voyez bien en plein écran maintenant? Oui. Oui. Parfait. Donc, oui, désolé pour le titre très long. Je dois apprendre à exprimer les choses de façon un peu plus concise, sans doute. Mais dans cette slide, en fait, comme vous voyez à droite, l'ouvrage que je viens de montrer, que je viens de publier, mais à gauche, vous trouvez un ouvrage paru aux presses de Sciences Po, l'enjeu mondial, l'environnement, dirigé par François Gemène en 2015, je pense, qui en fait m'avait demandé, suite à un séminaire du groupe de recherche sur l'environnement du CERI, une contribution sur la gouvernance environnementale régionale, qui est en effet le tout premier résumé de la première partie de cet ouvrage. Donc, c'est en fait avec cette contribution à l'enjeu mondial que ensuite l'idée de l'ouvrage est née et s'est développée. C'était juste un clin d'œil. Donc, oui, Monsieur Balme vient de présenter un peu mon parcours. Je tiens à souligner le fait que je me considère un chercheur interdisciplinaire. Donc, j'ai une formation vraiment traditionnelle en sciences politiques. Donc, elle s'est ajoutée une touche, disons, de sciences de la durabilité à la fin de la thèse. Aujourd'hui, je suis en poste en aménagement du territoire, qui est encore une autre discipline. Et finalement, dans mes recherches, j'ai décidé ces dernières années d'essayer d'être un peu indiscipliné, disons, et m'intéresser plutôt aux thématiques, plutôt que me limiter aux perspectives plutôt disciplinaires, pour un jour faire un retour disciplinaire en sciences politiques, pour ramener les choses que j'aurais pu apprendre de ces autres perspectives disciplinaires à la science politique, et notamment à la science politique qui s'intéresse à l'environnement. Pourquoi? Parce que j'ai rendu compte au fil des années de deux choses. Donc la première, que oui, on travaille tous, on s'intéresse tous beaucoup à l'environnement, mais on a du mal encore à travailler avec les chercheurs, y compris en sciences dures, par exemple les écologues, les biologistes, les chimistes, les biogéochimistes, ainsi de suite, qui travaillent sur l'environnement. Et donc, ces dernières années, j'ai vraiment entrepris un parcours pour tout d'abord de socialisation, hein, de rencontrer ces personnes, d'essayer de comprendre comment elles travaillent, et finalement, petit à petit, développer des projets de recherche, des programmes de recherche, des protocoles de recherche ensemble. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je fais surtout dans le cadre du réseau des zones ateliers CNRS, et c'est dans ce contexte que je porte avec un grand nombre de collègues un projet ZARG, Zone Atelier Argonne, qui est donc l'Argonne, c'est un massif forestier à proximité de Reims, donc c'est une région environnementale. On va y revenir tout à l'heure. Et qui se veut vraiment un laboratoire où, dans les prochaines années, on va essayer de réfléchir ensemble de façon interdisciplinaire sur des questions de gouvernance des systèmes socio-écologiques. Je suis aussi, en fait, il y a plusieurs, quand j'ai terminé mes études, je ne me voyais pas tout de suite, disons, comme un universitaire, et donc une carrière de fonctionnaire
de praticiens, en fait, derrière moi. Quelque chose que je continue à cultiver à travers surtout des missions de conseil pour l'ONU, pour l'Union européenne. Et cette dimension-là, disons que dans le monde anglo-saxon, on appelle la pracademia, hein, les pracademics, hein, les universitaires qui sont aussi praticiens, une dimension qui est pour moi très importante, pour les mêmes raisons pour lesquelles je m'intéresse autant au travail, par exemple, des écologues, des biologistes, voilà, des sciences dures, mais aussi de l'aménagement du territoire ou ainsi de suite. Parce que je trouve que la science politique, et notamment en relations internationales, qui est le domaine auquel j'ai toujours été plus attaché, souvent on a un peu de mal à travailler avec la pratique et à l'intégrer dans nos projets de recherche, dans nos activités de recherche. Donc, tout commence il y a 10 ans, lorsque j'étais à la fin de ma thèse aux États-Unis. Et en fait, à l'époque, je faisais partie de la délégation italienne auprès de la Convention alpine. Et j'étais inscrit en thèse à l'Université de Paris 1. Et ma thèse portait sur la Convention alpine. Donc, la Convention alpine, qu'est-ce que c'est? C'est un accord environnemental régional. Et donc, je profitais d'un séjour à la fin d'une période en fait, de recherche, à la fin de ma thèse aux États-Unis, pour commencer pour approfondir un peu les bases théoriques sur lesquelles reposent les accords environnementaux régionaux. Et c'était à cette époque-là que je suis rendu compte, en fait, que la Convention alpine, mais aussi un grand nombre d'autres processus de ce genre, partageaient en fait beaucoup d'éléments et que finalement, tout cela rentrait dans le cadre de quelque chose que d'autres chercheurs avant moi avaient appelé le régionalisme environnemental. Et donc, vers la fin de ma thèse, je commençais à m'intéresser à ce concept qui a été, au moins pour moi, très, très important parce que ça a permis de sortir du cas d'étude, hein, de la coopération autour des Alpes que je traitais dans ma thèse, pour aller vers quelque chose qui a davantage un peu de validité externe et qui soit aussi applicable à d'autres cas d'études, pas seulement dans un contexte montagnard, mais aussi dans d'autres contextes, là où on retrouve des régions environnementales. Donc, ça a été un peu le début du cheminement. Mais avant de procéder, je tiens en fait à préciser une chose, à bien situer qu'est-ce que je veux dire lorsque je parle de régions environnementales, d'éco-régions. Donc, il faut savoir que dans la littérature, on trouve une pléthore de concepts qui sont, à mon avis, relativement des synonymes. Donc, on trouve, et là vous voyez dans le slide la liste, éco-région, région environnementale, biorégion, géorégion, système socio-écologique, paysage de grande dimension, système couplé mal environnemental, jusqu'à province biogéographique. Finalement, lorsque on remonte, on essaye de reconstruire qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, tous ces mots-clés, on se rend compte que finalement, on se retrouve à chaque fois sur des concepts là où il y a un processus environnemental, un processus, disons, plutôt écologique, hein, ou une dimension écologique, ou un repère géographique, mais de géographie physique, hein, donc avec une réalité physique, pas seulement construite socialement.
et couplé à cela, un système social qui s'approprie de façon différente de ce système écologique. Et donc, finalement, lorsque je suis posé la question, mais bon, cet ouvrage, ce travail que je fais, on l'appelle comment? Biorégion, en fait, quel est l'objet de mes recherches? Biorégion, écorégion, système socio-écologique, paysage. Et il y a des chercheurs, en fait, qui ont développé des niches, hein, des recherches sur utilisant chacun de ces concepts. Et finalement, j'ai eu une approche très pragmatique, c'est-à-dire aller voir quel est le concept qui est plus mobilisé en littérature. Donc, je lancé des recherches sur Google Scholar et je me suis rendu compte que éco-région, en fait, éco-région environnementale, éco-régionalisme, était le concept le plus répandu. Et donc, j'ai commencé en fait, je choisis ce concept pour structurer mon analyse. Il faut savoir qu'il y a un autre concept qui est vraiment, à mon avis, presque identique, que c'est celui de système socio-écologique. Et là, je pourrais vous montrer qu'on peut dire la progression au fil des années, qui est un concept qui est mobilisé de plus en plus. Donc, on peut parler système socio-écologique, socio-écosystème, système social environnemental, c'est à peu près la même chose. Et qui aujourd'hui est arrivé presque en termes de récurrence au même niveau d'éco-région, mais pas encore, et qu'aujourd'hui, selon moi, commence à mobiliser encore peut-être un peu plus la communauté scientifique dans différentes disciplines que le concept d'éco-région. Bref, cela est la première chose que je tenais vraiment à souligner, et je vois parmi les participants Jérôme Gaillardet, avec qui on avait eu l'occasion, dans le cadre de montage d'un projet, de discuter, d'échanger de toutes ces belles choses-là. Ah oui, il y a aussi territoire, mais bon, ça c'est une autre histoire. On pourra en parler pendant la discussion. Donc, une autre distinction qui est vraiment importante à mettre en avant, parce que, en fait, ça peut conduire à confusion, c'est celle de bien distinguer entre, d'un côté, la gouvernance régionale de l'environnement et de l'autre côté, la gouvernance des régions environnementales. Donc, la gouvernance régionale de l'environnement, c'est lorsque, par exemple, l'Union européenne, en tant que région du monde, disons, organisation régionale, va travailler sur les questions environnementales. C'est un exemple de gouvernance régionale de l'environnement. Or, dans mes travaux, je m'intéresse plutôt à la gouvernance des régions environnementales ou écorégions, c'est-à-dire des régions qui sont caractérisées par des limites, des frontières, un espace qui est défini par rapport à des phénomènes écologiques, des phénomènes physiques. Donc, les deux questions en fait sont très différentes, et c'est vraiment important de ne pas les confondre. Donc, lorsque j'ai commencé en fait mon travail, le point de départ était donc je commençais avec la convention alpine, et je voulais en fait développer quelque chose qui puisse intéresser un peu un plus large spectre de chercheurs, de praticiens, et parce que oui, il faut dire les Alpes, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est un territoire qui est extrêmement intéressant. D'un point de vue scientifique, sur moi, il y a peu de territoires, disons, à cette échelle, qui ont été étudiés autant. Donc, d'un point de vue institutionnel, c'est extrêmement développé. Mais voilà, on a peu de problèmes environnementaux sexy à mettre en avant. Et donc, quoi que ce soit, les leçons tirées de la coopération environnementale autour des Alpes, en fait, si on ne les connecte pas à d'autres problèmes environnementaux, disons, qui sont un peu plus sentis par
aussi par le public, hein, par les collègues. Je pense par exemple au travail que je fais maintenant sur la mer d'Aral, là où c'est vraiment un des grands catastrophes naturelles, désastres du XXe siècle. Je me rends compte en fait qu'il y a un niveau d'intérêt complètement différent et donc c'est vraiment important de lier les deux choses. Et en fait, tout cela est très important. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais encore membre de la délégation italienne auprès de la Convention alpine, une des toutes premières choses qu'on m'avait demandé de faire, et à l'époque, en fait, les accords environnementaux régionaux autour des régions de montagne se développaient assez rapidement. C'était, disons, à la fin des années 2000, il y avait une dynamique assez positive. Donc, il y avait eu la Convention alpine, ensuite la Convention Carpath qui a été adoptée, et il y avait plusieurs autres massifs, donc les Balkans, le Caucase, les montagnes d'Asie centrale, l'Himalaya, qui développaient des accords environnementaux régionaux autour de ces régions environnementales de montagne. Une des toutes premières choses qu'on m'avait demandé quand je travaillais encore au ministère de l'Environnement, pour le ministère de l'Environnement en Italie, était de contribuer à concevoir en fait un de ces accords, notamment celui pour les Balkans et en partie aussi celui pour les Carpates, sur la base de la soi-disant expérience de la Convention alpine. Donc, à l'époque, voilà, je ne me souviens plus si j'étais déjà inscrit en thèse ou c'était au tout début. Je commençais à rechercher dans la littérature scientifique, voilà, s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous dire quelque chose sur des principes de conception, sur comment faire un accord environnemental régional autour d'un massif, mais pourquoi pas aussi autour de quelque chose d'autre. Et le constat était que non, il n'y avait pas de travail, au moins à l'époque, qui nous donnait des indications sur comment faire. Donc, bien sûr, au niveau, à l'époque, on a fait au mieux. Hein, on a pris les quelques exemples à disposition et on a bricolé à quelque chose que, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas aller très loin, surtout sur les Balkans, avec la crise, en fait, la situation très tendue à l'époque, mais encore aujourd'hui, avec le Kosovo, la Bosnie encore en partie, pour le Caucase, avec la situation très délicate, avec, comme aujourd'hui, le Nagorno-Karabakh, et ainsi de suite. Bien sûr, politiquement, ça n'a pas été possible d'avancer. Or, pour moi, ça a resté un point d'interrogation. Comment est-ce qu'on fait ça? Et au fur et à mesure, mes recherches dans les années qui ont suivi, donc dans le cadre de ma thèse, mais aussi ensuite, sont développées autour de comment est-ce qu'on peut, dire, faire émerger des principes de conception. Donc des orientations qui pourraient être utiles à quelqu'un qu'un jour, comme j'étais amené à une époque, pourrait être amené à devoir concevoir un accord environnemental régional ou le rénover, être impliqué dans un processus de réforme. Donc, bien sûr, le point, au début, je n'avais pas trouvé grand-chose en littérature, mais parce que je cherchais uniquement, voilà, accords environnementaux régionaux. Et donc, j'ai commencé sur la base de la littérature, surtout en sciences politiques, mais déjà, j'avais commencé à regarder un peu du côté de la géographie, de l'économie, de l'écologie, à identifier des variables, surtout des éléments qui la littérature, en fait, semblait suggérer comme étant intéressants. Donc, j'avais commencé à rédiger une liste de variables, hein, à étudier. Et l'idée, déjà à l'époque, c'était de l'étudier de façon sur plusieurs cas d'études, hein, pour voir s'il y avait des récurrences, hein, qui émergeaient. Donc ça, j'avais commencé à faire en 2010, oui, non, 2009-2010. Et en même temps, il y a quelqu'un, disons,
que vous connaissez tous sans doute, Lina Ostrom, qui en plus venait de gagner le prix Nobel, qui sort cet article qui ensuite, c'est parmi les articles au facteur d'impact le plus élevé sur ces questions, avec un cadre général pour analyser la durabilité des systèmes socio-écologiques, qu'au début, oui, quand j'ai vu, je n'avais pas fait le lien. C'est des collègues qui m'ont dit, mais en fait, là, la liste de variables que tu es en train de développer, en fait, regarde, cet article, on peut dire, peut-être tu peux en tirer tu peux construire quelque chose sur la base de cet article, au moins trouver des synergies. Donc, c'est un article ensuite qui a fait beaucoup de chemin, est utilisé dans des centaines d'articles scientifiques aujourd'hui. Il y a eu même, donc il y a en fait un grand nombre d'autres cadres conceptuels qui ont été développés depuis au moins les années 90 pour étudier les systèmes socio-écologiques ou les régions environnementales ou comme voilà, le fonctionnement de ces systèmes adaptatifs complexes. Et en 2013, il y a Binder et al. Qui effectuent une analyse comparée de 10 cadres conceptuels différents et ils concluent que, voilà, si on prend en considération toute une série de facteurs, à l'époque, au moins, le cadre conceptuel d'Ostrom était sans doute le plus solide. Donc, lorsque je commençais à travailler sur l'ouvrage vers 2014-2015, naturellement, j'ai commencé par le cadre d'Ostrom. Donc, j'ai repris un peu la liste, un peu l'après-vert que j'avais développé de variables. En fait, j'essayais de fusionner avec la description qui était faite par Lina Ostrom d'un système de gouvernance dans son cadre conceptuel. Mais aussi, il faut savoir que elle aussi, McGuinness, avec elle a travaillé jusqu'au dernier jour à Indiana, à Bloomington. C'était quelque chose en fait qu'elle-même n'était pas très satisfaite dans la façon en fait dans laquelle elle caractérisait dans le schéma les systèmes de gouvernance. Elle-même avait déjà essayé de faire développer. Donc, j'ai choisi de ne pas appliquer le schéma conceptuel, disons, de façon mécanique, mais limitant en fait aux 8 variables qu'elle avait identifiées, peut-être aux variables disons, aux sous-variables qu'elle avait commencé à identifier dans un autre papier. Et ce que j'ai fait, je suis parti du schéma conceptuel d'Ostrom et j'ai développé en fait, mon schéma à moi, qui est celui que vous voyez détaillé. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le détailler maintenant à l'oral. Si vous souhaitez, il y a tout un ouvrage qui le caractérise. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ces variables. J'essayais aussi de le faire d'une façon opérationnelle. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on prend la variable simplement organisation gouvernementale, j'essayais de le décliner en sous-variable sur la base de la littérature et formuler essentiellement des questions qui me permettent de mieux caractériser les éléments essentiels non pas essentiel, je n'aime pas ce mot, mais la façon dans laquelle la littérature scientifique, au moins celle que je connais un peu, caractérise en fait la participation, par exemple, des organisations gouvernementales à un processus de gouvernance socio-environnementale, socio-écologique. Donc, j'ai développé ce cadre conceptuel et ensuite, donc je suis parti en fait à la recherche de cas d'études. Désolé. Je suis parti à la recherche de cas d'études
qui me permettent en fait d'étudier comment ces variables en fait sont développées dans des cas réels de gouvernance environnementale régionale. Donc là, je me suis basé sur des travaux des collègues, donc Jörg Balsiger, qui était intervenu avec moi aux séries il y a quelques années, et Stacy Van Diver, qui avait en fait développé une espèce de carte mentale des différents types de gouvernance environnementale régionale. Et sur cette base, en fait, je suis parti un peu à la pêche de cas d'études qui soient autant que possible représentatifs, d'abord des principaux types de systèmes écologiques, et de l'autre côté des différentes régions du monde. À la fin, j'ai identifié donc six cas d'études que vous voyez ici représentés dans cette carte: les Alpes, la Moudaria, la mer Méditerranée, les grands lacs d'Amérique du Nord, les Indes et la mer Baltique. La sélection, en fait, pour tout vous dire, je pense, en fait, d'un point de vue, disons, strictement formel, respecte les critères que je m'étais donné initialement. Mais il faut savoir que l'éditeur, en fait, Erskine dans Routledge, a aussi influencé un peu le choix, dans le sens que voilà, les choix sur lesquels j'étais parti initialement n'étaient pas forcément des régions, disons, qui auraient peut-être vendu, hein, parce que lorsqu'on publie un ouvrage, c'est ça aussi, autant que les régions que finalement j'ai choisies. Par exemple, initialement, je n'avais pas pensé travailler sur la Baltique. C'est quelque chose qui a vraiment été suggéré par l'éditeur. Finalement, voilà, c'est un bon compromis, c'est-à-dire que les différents variables qui m'intéressaient, voilà, les cas me permettent de les étudier, et aussi l'éditeur est content, et il a des cas qui peuvent rencontrer un certain intérêt auprès du public universitaire et non. Donc, ces 3-4 dernières années, je les ai passées à développer pas trop les 2 premières cas d'études que je l'avais développées dans le cadre de ma thèse, et aussi plutôt dans le cadre de mon travail avec le ministère de l'Environnement en Italie, et sur les Alpes et sur les Indes. Donc notamment sur la Méditerranée, sur la Baltique, sur la Moudaria et sur la Saint-Laurent et les Grands Lacs. Donc, j'ai développé ces 6 cas d'études. J'ai aussi développé, mais plutôt dans le cadre d'autres projets de recherche, 2 autres cas d'études, un sur les Ardennes, donc ici à proximité. Donc, c'est un petit massif forestier transfrontalier entre la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, mais aussi sur la mer Caspienne, qui sont un peu 2 cas d'études un peu qui ne paraissent pas dans l'ouvrage, sont un peu des cas d'études fantômes, mais qui me permet en fait de confirmer certaines conclusions de l'ouvrage que je vais présenter tout à l'heure. Disons, qui me permettent d'avoir un peu plus de confiance encore dans les conclusions. Mais malheureusement, pour une question aussi de taille, en fait, les éditeurs ne vous donnent pas un nombre infini de pages. Je n'ai pas pu inclure dans l'ouvrage. Donc, un des soucis par rapport au cas d'études, ce sont des choses en fait, sur lesquelles j'ai travaillé à différents moments, hein, aussi individuellement, hein, par rapport à moi. Donc, les chapitres sur les Alpes, sur les Indes, j'ai travaillé de façon un peu différente, avec beaucoup de terrain. Même chose pour la Moudaria. Donc, ce sont des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé en direct. Par contre, par exemple, le cas sur la Méditerranée, sur la Baltique, sur les Grands Lacs, repose plutôt sur une revue de la littérature. Donc, ce sont une base en fait assez hétérogène. Par contre, j'estime que le fait d'avoir utilisé un même cadre conceptuel pour analyser ces différents cas d'études permet quand même accepter ces cas d'études dans ce travail.
Bien sûr, dans l'idéal, hein, j'aurais dû utiliser exactement le même protocole de recherche pour chaque, la même approche pour chaque cas d'étude. J'avais essayé à l'époque en fait, de développer des projets de recherche financés pour avoir des doctorants ou des postdocs ou des ingénieurs de recherche qui aident dans ce travail. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Par contre, oui, il y a eu des étudiants de Sciences Po, par ailleurs, qui, dans le cadre d'un cours sur le campus et moi, m'ont un peu aidé, au moins sur le travail initial. Bref, donc ensuite, bien sûr, il y a eu tout un travail de codage, de résultats, disons, de ce qui a émergé, en fait, de ces six cas d'études et d'analyse transversale purement qualitative. Hein. Je dois insister sur ce point. Et je tiens à souligner que je ne pense pas, hein, je sais qu'aujourd'hui c'est très à la mode, tous les travaux qui vont reposer sur des grandes bases de données et qu'on va essayer donc de moissonner toute une série des caractéristiques, des tendances liées au système de gouvernance, y compris par rapport aux accords environnementaux multilatéraux. Mais sincèrement, je ne crois pas que ces bases de données permettent de rentrer dans un niveau de détail suffisamment approfondi pour tirer des conclusions qui soient en fait valides et utiles. Parce que malheureusement, ce sont des processus qui demandent en fait vraiment beaucoup de connaissances, de temps. Hein, ça ne suffit pas, en fait, comme malheureusement on fait souvent pour peupler ces bases de données, d'aller sur le site Internet, de regarder quelques documents ici, là, qu'on peut dire, et ensuite donner une évaluation sur, oui, le niveau d'intégration de ce processus environnemental régional est élevé, moyen, faible. Là, sincèrement, selon moi, ça ne suffit pas pour comprendre, en fait, pour générer des connaissances qui soient utiles, en fait, à la suite pour ces processus environnementaux régionaux. Donc, sur cette base, en fait, je me suis rendu compte, et ça, je pense, c'est une originalité de ce travail, qu'il y a toute une série de caractéristiques qui sont récurrentes, qu'on retrouve, et ça c'est une hypothèse en fait forte de départ, qu'on retrouve dans tous ces six cas d'études. Bien sûr, on ne peut pas parler de principe de conception, de design principles. Je ne pourrais pas dire, OK, je préconise de faire ceci, cela. Hein, sur moi, ce ne serait pas honnête de le dire. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune idée hein, de si ces caractéristiques correspondent à de l'efficacité ou à des processus qui fonctionnent, entre guillemets, bien. Ce sont simplement des caractéristiques qu'on va retrouver dans plusieurs cas. Et donc, ça nous permet de répondre à la question, voilà, normalement, hein, dans la plupart des cas, hein, ces accords environnementaux régionaux sont conçus de cette façon. Donc, si vous vous retrouvez dans une position à devoir en concevoir un ou à réformer un, peut-être prenez en considération ces caractéristiques qui reviennent dans plusieurs cas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup de caractéristiques qui sont vraiment transversales au cas, comme vous avez vu, il y a des cas liés à l'eau douce, à des fleuves, des cas des bassins versants, des cas liés à l'eau salée, à la mer, des cas liés au massif, hein, donc à des types, disons, d'écosystèmes qui sont très différents. Hein. Donc, pourquoi? Parce que finalement, en fait, souvent, ce sont les mêmes personnes qui s'occupent dans les ministères de l'Environnement, le ministère des Affaires étrangères, de ces processus. Donc,
Ensuite, bien sûr, pour chacune de ces grandes familles de variables, j'ai identifié en fait 3 types de récurrence. Tout d'abord, des caractéristiques qui me semblent très récurrentes, c'est-à-dire qu'on retrouve dans 5 à 6 cas, hein, donc pratiquement toujours. Des caractéristiques qu'on trouve, que je considère modérément récurrentes, donc on les trouve dans 3 ou 4 cas. Et, ensuite, après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait des choses qu'on ne retrouve pas, des choses peut-être des choses qui on avait des caractéristiques en fait qu'on avait soulignées sur la base de la littérature scientifique, mais dont ensuite on ne trouve pas d'écho dans la pratique, dans les cas d'études au moins que j'ai étudiés. Et je me suis dit, bon, pour certains d'entre eux, peut-être il s'agit de caractéristiques peut-être innovantes, hein, ou qui sont, donc ce sont nouvelles, hein, qui n'ont pas eu encore le temps de se diffuser auprès d'autres processus. Donc ici, par exemple, vous voyez dans cette slide par rapport aux organisations gouvernementales, dans le Grand Lac, on trouve en fait une concurrence qui est assez bizarre en fait entre autorités, disons sous-étatiques, hein, au Canada et aux États-Unis, qui sont littéralement en concurrence avec les autorités nationales. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve vraiment pas ailleurs. Donc c'est peut-être quelque chose qui se développera dans le futur. C'est aussi quelque chose d'assez récent. Mais aussi, on retrouve des choses qui sont vraiment pas récurrentes du tout, comme voilà, il y a toute une littérature qui hypothétise un impact des États, par exemple de la forme fédérale des États ou centralisée des États sur ces processus environnementaux régionaux. Et moi, sincèrement, je n'ai pas trouvé de lien, hein, entre forme fédérale ou centralisée de l'État et processus environnementaux régionaux. Il y a un peu de tout, hein. Même chose par rapport à la participation des collectivités territoriales. Même chose par rapport à la forme de gouvernement présidentiel ou parlementaire, et même par rapport au régime politique, démocratique, autoritaire. Ce sont toutes des choses sur lesquelles il y a eu un certain développement en littérature, mais que dans la pratique, en fait, moi, je n'ai pas trouvé beaucoup d'écho. Donc, combien de temps a-t-on encore? Donc, je vais glisser, hein, sur le détail en fait des caractéristiques très récurrentes, plutôt récurrentes, innovantes ou négligées, ainsi que non récurrentes. On pourrait en discuter pendant le débat, j'espère au moins. Et je ne vais pas vous recommander d'acheter l'ouvrage, hein, même s'il y a 20% de réduction à ce moment. Pourquoi? Parce qu'il est sorti seulement en hardcover, hein, donc comme vous savez, les éditeurs anglo-saxons, ils font ça pour encourager l'achat d'abord par les bibliothèques, hein. Et donc c'est totalement hors prix à ce moment. Et il y a une version e-book, hein, qui est plus accessible. Je vous conseille, si ça vous intéresse d'avoir la version papier, d'attendre janvier, lorsque le softcover sera disponible, si ça vous intéresse. Mais pourquoi pas suggérer aussi à votre bibliothèque de le commander si vous pensez que c'est quelque chose qui peut intéresser vos collègues, vos étudiants, et ainsi de suite. Donc, c'est plus de 4 ans de travail, en fait beaucoup plus si on prend en considération, voilà, un départ en 2010, mais 4 ans de temps de travail, en fait, du début à la fin. Et à la fin, je pense que ces 38 caractéristiques très récurrentes, au moins ces 11 innovations, je pense que ce sont des choses assez utiles pour tous ceux qui pourront être amenés à soit concevoir, soit réviser, revoir, rénover un accord environnemental régional ou un processus environnemental régional. Donc, je remercie beaucoup pour votre attention et je reste bien sûr à votre disposition
pour en discuter et pour parler aussi des choses dont je n'ai pas parlé. Hein. Donc, plus en général, quel est l'intérêt en fait de travailler sur les éco-régions, sur quel est l'intérêt de l'éco-régionalisme en France aujourd'hui, pas que au niveau international, hein, sur lequel j'ai insisté dans cet ouvrage, mais aussi aux autres niveaux, hein, aussi au niveau local, au niveau national, et ainsi de suite. Parce que voilà, ce sont des choses dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Il y a eu, et ces derniers mois aussi, il y a eu des émissions radio, il y a eu des propositions. Et je suis vraiment intéressé aussi pour commencer, de voir si parmi vous, il y a peut-être aussi des militants, hein, de personnes qui pensent que, comme une bonne partie de la littérature, même déjà au 18e, hein, en France, avec des gens comme Desbuache, ainsi de suite, ou aux États-Unis au 19e avec Powell, vraiment qui militent pour changer de paradigme et aller de une approche plutôt administrative à la gouvernance de nos territoires vers une approche plus éco-régionale ou bio-régionale. Donc, je reste à votre disposition pour des questions, des remarques. À vous, Richard. Merci beaucoup, Yann, pour cet exposé qui met bien en perspective votre parcours de recherche et vos réflexions sur ces sujets vraiment importants. Toute une expérience et de longues années consacrées à investir et à chercher ces terrains. C'est vraiment très intéressant et très bien. Alors, on a déjà une question dans la conversation. Je vois Bernard apparaître. Bonjour Bernard, donc j'imagine que peut-être il a des questions en tête. Moi, j'ai envie de lancer le débat en lançant une première et puis ouvrir tout de suite la discussion. Mais je suis quand même frappé par... comment interprétez-vous, Yann Marco, la grande similarité entre ces designs institutionnels, en fait, entre ces configurations institutionnelles telles qu'elles se développent? Est-ce que ça veut dire que au fond, le type d'écosystème qu'on considère n'a pas de différence, que ce soit un écosystème maritime, terrestre ou douce, ben, ça ne fait pas de différence. Donc, il n'y a pas d'impact comment dirais-je, éco-biologique sur la configuration de ces systèmes-là. Est-ce que ça veut dire que c'est au fond une affaire politique ou politico-administrative, c'est-à-dire que les acteurs, les professionnels de ces secteurs-là appliquent les mêmes recettes, qu'elles marchent ou qu'elles ne marchent pas, ils échangent, ils téléchargent, ils importent, exportent des solutions institutionnelles en les appliquant sans beaucoup réfléchir parce que c'est l'air du temps. Ou est-ce qu'il y a des processus d'apprentissage plus effectifs? Qu'est-ce qui provoque cette standardisation au fond? Moi, je propose en fait vraiment de répondre tout de suite, hein, comme ça on instaure un dialogue. Par contre, d'essayer d'éviter que ça devienne un dialogue juste entre deux personnes. Donc, je vais essayer de répondre à ça. Et après, chaque fois, si quelqu'un après a une question pour la suite, très courte, après je peux préciser quelque chose, mais ensuite de passer tout de suite à une autre question. Donc, par rapport à cette question de pourquoi, finalement, on ne trouve pas beaucoup de variations, et c'est ça, en fait, c'est une des conclusions de mon travail qui m'a étonné, en fait. Moi, je m'attendais à beaucoup plus de variabilité. Hein. Et c'est quand même aussi une conclusion à relativiser jusqu'à un certain point. Donc, quand même, on retrouve certaines spécificités. Par exemple, les commissions de bassin, hein, donc les commissions internationales autour des fleuves, une de leurs spécificités est que souvent, elles donnent lieu à des groupes intergouvernementaux qui vont en fait siéger de façon permanente.
Donc, des personnes qui vont être toujours amenées à travailler toujours ensemble. Donc, avec un représentant, par exemple, des États-Unis, un représentant de la France, du Canada, ou par exemple, dans le cas de la mer d'Aral, un représentant de l'Ouzbékistan, un représentant du Turkménistan, un représentant du Tadjikistan, qui vont travailler en présentiel toujours ensemble comme représentants de leur propre pays, 365 jours par an. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres configurations, mais dans d'autres configurations, on trouve quelque chose de très proche, c'est-à-dire on trouve toujours ces comités permanents de représentants des différents pays, ces comités intergouvernementaux, mais qui ne vont pas siéger tout le temps ensemble. Et lorsqu'on s'intéresse à la fin au fonctionnement des comités, disons, permanents, physiquement permanents, qui vont siéger ensemble à long terme, ou des comités plutôt qui vont se réunir de temps en temps, on se rend compte que leur fonctionnement est très similaire. En fait, ils ont des règles de fonctionnement qui sont presque identiques et une quotidianité presque identique. Même chose, après, il y a bien sûr chaque régime, chaque système a ses particularités. Mais dans l'immense majorité de cas, on retrouve vraiment le même setup, entre guillemets, institutionnel. Et moi, je pense que il y a des exemples aussi par rapport à cela, que bien sûr, lorsqu'on doit concevoir un nouveau accord, un nouveau processus, on va regarder bien sûr qu'est-ce qui se fait ailleurs. Et en fait, le tout début, le tout premier indice de tout cela, pendant ma thèse, lors d'entretien, quelqu'un m'explique que en fait, la convention alpine, sur laquelle je faisais ma thèse, en fait, la version, le traité, en fait, la convention cadre, le point de départ, en fait, c'était le traité l'Atlantique du Nord, c'était OSPAR. Donc, on a pris un traité maritime, on a gardé le cadre juridique et on a changé en fait les spécificités marines par les spécificités montagnardes, mais de façon, disons, assez superficielle d'un point de vue institutionnel. Disons, le cadre institutionnel reste le même. Donc, et ensuite, en fait, on se rend compte que souvent, par exemple, le focal point, donc les personnes qui dans le quotidien, sont en charge du suivi de ces accords, donc pour par exemple, Barcelone, la Méditerranée ou une autre convention, parfois sont les mêmes personnes dans les ministères. Et donc, soit au niveau de point focal, soit au niveau de dirigeants. Donc, il y a vraiment beaucoup qu'on peut dire, de passerelles au niveau humain, en fait, et qui se jouent. Mais bien sûr, ce sont des choses sur lesquelles il faudrait encore travailler et essayer de comprendre pourquoi. À des limites un peu de ces récurrences que j'ai identifiées, et bon, dans la conclusion, j'essaye de faire le lien avec la partie théorique un peu initiale, essayer d'expliquer pourquoi. Mais bien sûr, chacune de ces conclusions mériterait une thèse, en fait, d'être réouverte et pour comprendre le pourquoi derrière. OK. Merci beaucoup, Yann Marco. Donc, je vais commencer à faire circuler la parole, peut-être en commençant avec Lise Lécuyer qui s'est inscrite dans la conversation. Lise, si vous voulez bien simplement nous indiquer qui vous êtes, si vous êtes chercheur, étudiante. Je suis étudiante en master 2 à l'école urbaine de Sciences Po. Très bien. Je m'intéresse énormément aux questions environnementales. Et j'avais posé une question plus de précision par rapport aux régions environnementales, savoir si ça incluait aussi dans le livre que je n'ai pas eu l'occasion de lire, les éco-villages ou peut-être même des communautés locales en général. Mais au-delà de ça, pour rebondir sur le sujet de conversation que vous avez abordé, c'est plutôt par rapport aux limites de ces récurrences
quand on voit que la décision elle se fait souvent de manière nationale, est-ce que les limites, ce serait peut-être une mauvaise adaptation aux configurations locales de chaque région environnementale? Est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait des questions qui n'avaient pas été abordées et qui mériteraient d'être abordées sans aller au-delà des préconisations? Donc, voilà. Merci. Oui, bien sûr. Alors, par rapport à la première question, non. Hein, j'estime pas qu'un éco-village constitue une éco-région, hein, parce que bon, c'est le village. Donc, c'est autour d'une dimension, en principe, humaine. Hein. Et cet éco-village peut, en fait, typiquement, va s'insérer dans un paysage, hein, qui est plus large. Par exemple, un paysage agricole qui va aller souvent, par définition, au-delà du village lui-même. C'est pour ça que c'est assez difficile de travailler, d'utiliser cette approche d'éco-région à une échelle trop fine. Hein. Et donc, c'est pour ça, typiquement, on dit qu'une éco-région, c'est un système socio-écologique de grande dimension. Hein. Par contre, oui, le concept de système socio-écologique, hein, peut permettre, en fait, peut être appliqué aussi à un cas de ce genre, même si tous les auteurs ne seraient pas d'accord. Parce que certains vont primer sur la dimension sociale, hein, socio-écologique, et dire non, s'il y a un village, donc c'est ça la dimension qui prime, et d'autres vont dire non, c'est plutôt la dimension écologique. Mais je profite de cette remarque pour mettre en avant en fait un problème qui se présente en fait depuis au moins le 19e, lorsqu'on aborde ces concepts, disons, de biorégion, d'éco-région. Et c'est-à-dire, oui, ok, éco, hein, mais éco quoi, hein? Donc, on prend en considération quelle variable écologique. Donc, et là, c'est vraiment très intéressant. Lorsqu'on parle avec des communautés savantes différentes, souvent, on finit par définir des écorégions différentes. Donc, si vous parlez avec des géologues, donc ils vont s'intéresser d'abord à la dimension géologique et donc aux couches géologiques et ils vont vous dire, OK, l'écorégion, c'est ça. Hein. En fait, c'est plutôt la géorégion dans ce cas. D'autres vont vous expliquer, non, en fait, nous sommes plutôt des biologistes, donc on va s'intéresser plutôt aux espèces. Et donc, si on prend en considération cette chaîne trophique, donc c'est ce système en fait de faune et flore qui est articulé, donc il faudrait définir l'écorégion ou l'écosystème ou de cette autre façon. Hein. Lorsqu'on pose la question plutôt à des botanistes, donc là aussi, ils vont identifier encore une autre type d'écorégion. Il faut savoir, jusqu'aux années 70, donc, il y a eu un immense débat entre géologues, géographes, économistes, ainsi de suite, pour essayer de trouver la bonne définition. Et jusqu'à ce que Udvardy, un géographe, je pense qu'il était hongrois ou tchèque, formule en fait ce concept de Provence biogéologique. Voilà. Provence biogéographique qui fait un peu consensus pendant une vingtaine d'années jusqu'à ce que disons, le chantier soit réouvert un peu dans les années 90. C'est là pour dire que ce n'est pas évident hein, de définir la bonne écorégion. Et cela, bien sûr, a un lien avec la question de l'adéquation. Donc, adéquation, la vraie question est à quel processus écologique, hein? Au processus géologique, au processus, disons, à l'écosystème dans son ensemble. Voilà. Et souvent, ça devient presque une question sociologique de quelle est la communauté savante à laquelle vous posez la question. Et il faut savoir qu'en relation internationale, il y a des gens comme Warren Young qui se sont beaucoup intéressés à cette question de fit, hein, d'adéquation.
entre l'échelle d'action environnementale et le problème environnemental, et que c'est une question en fait à laquelle on n'a pas de réponse univoque. Hein. Globalement, il y a deux approches. Donc, soit on suit une approche plutôt éco-régionale, bio-régionale. Donc, on va réorganiser nos institutions administratives autour du phénomène qu'on observe. Et c'est le cas en France, par exemple, des agences de bassin, des agences de l'eau. En France, depuis des décennies, on a organisé notre gestion de l'eau au niveau des bassins versants. L'autre approche, c'est plutôt parce que c'est vraiment compliqué de créer des institutions propres à chaque phénomène écologique ou biologique ou hydrologique, ainsi de suite. Et donc plutôt promouvoir des systèmes de consultation, des forums, des systèmes de coordination, de concertation, ainsi de suite, autour de ces problèmes environnementaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien, merci. Bernard? Oui, merci. Donc, Gianmarco, d'abord, bravo pour votre audace disciplinaire. Et vous brassez large et vous avez pris des risques. Et donc, je voulais d'abord souligner cela. Les questions que je voudrais poser, qui vont dans le sens de ce que vous parliez d'adéquation à quel type de processus et pour quelle action publique, si on se situe dans une approche du genre multi-level governance, qu'on s'intéresse à la question de la subsidiarité, quel est le bon niveau pour prendre les bonnes décisions. Si on prend un type de problème qui est par exemple la transition écologique, qu'est-ce qu'il y a de plus pertinent du point de vue des régions telles que vous les avez découpées, indépendamment des conflits qu'il peut y avoir sur qui c'est qui découpe le mieux la région. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement le découpage, même si c'est un enjeu, c'est qu'est-ce qu'on y fait, quelles sont les actions qu'on peut y prendre. Donc la première question, c'est quelle serait cette pertinence régionale. Et ensuite, dans vos slides, quand vous avez repris Ostrom, il y a le petit mot participation. Il y avait le petit mot sur le GS1.3, « How legitimate are they ?» Donc, si vous pouviez un peu ouvrir cette question de la légitimation ou de la légitimité, d'autant plus que juste avant, il y avait dans le même batch Direct Democracy et référendum et populisme. Par les temps qui courent, enfin, je ne mettrai pas populisme et référendum dans la même boîte. Voilà. Et puis la dernière question, c'est comme vous avez travaillé sur des zones ateliers, finalement, qu'est-ce qu'apporte la recherche dans ces zones-là par rapport à toutes les autres zones qui n'ont pas le luxe ou pas la chance d'avoir des chercheurs qui travaillent dans leur zone? D'accord. Bon, merci beaucoup pour ces questions. Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Hein, c'est pas grave. Je vais corriger moi si je... On verra à la réponse. Voilà. Donc, je vais commencer par la dernière question, celle que qui me tient plus à cœur. En fait, une des conclusions principales de l'ouvrage, mais je rejoins en fait beaucoup d'autres auteurs. En premier lieu, Peter Haas, qui a été un peu aussi mon mentor, surtout dans la première phase de ce travail, et qui avait déjà mis cela bien en avant, déjà avec sa thèse sur la Méditerranée, et sur sauver la Méditerranée, entre guillemets. Et en fait, pratiquement tous les travaux convergent sur le fait que à quoi servent tous ces processus, tous ces arrangements, ces accords au niveau des régions environnementales. On se rend compte en fait que ce sont, je ne suis pas sûr qu'il y ait reçu beaucoup de problèmes environnementaux. Hein. On a quelques indices que peut-être ils aident sur certains aspects, mais vraiment, c'est très difficile de parler d'efficacité. Hein. Bien sûr, l'efficacité, ça dépend aussi par rapport à la métrique, c'est-à-dire efficacité par rapport à quoi. Donc, si efficacité veut dire simplement est-ce que les représentants des gouvernements se réunissent? Non, c'est une façon d'évaluer l'efficacité.
une autre efficacité? Est-ce que c'est les problèmes environnementaux qui sont censés résoudre sont résolus? Et par exemple, dans le cas de la mer Baltique, ça c'est encourageant, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont mieux. Mais est-ce que c'est là est le résultat du processus environnemental régional? Ou est-ce que, qui a conduit, donc, par exemple, Helsinki, ou est-ce que la Convention d'Helsinki, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait tout seul, qui se serait fait même sans le processus? Tout ça, c'est pratiquement impossible à établir. Il y a beaucoup de chercheurs beaucoup plus brillants que moi qui ont perdu beaucoup de cheveux sur cette question, et c'est vraiment très difficile à travailler sur ça. Par contre, une chose qui émerge très clairement est que ces processus sont des accélérateurs de recherche. Donc, et ont un lien très étroit avec la recherche. C'est-à-dire, l'existence de ces processus fait qu'il y a des gens concrètement qui se réunissent régulièrement et qui sont plus ou moins forcés à discuter au moins de ces questions. Professionnellement discuter de ces questions, et ils vont avoir besoin de connaissances à l'échelle de l'institution écorégionale. Et donc, ils vont commander des recherches. Ils vont demander la production des rapports, d'études à cette échelle-là, qui n'existerait pas souvent sans cette commande, sans la demande institutionnelle. Donc, en fait, une des résultats de ces processus relativement inattendus est qu'on connaît beaucoup mieux, par exemple, les problèmes de pollution de la Méditerranée, de la mer Baltique, des Grands Lacs, où on connaît beaucoup mieux les Alpes, grâce à suite, en fait, à la création de ces institutions qu'avant. Mais bien sûr, il y a aussi une relation qui n'est pas univoque, ne va pas uniquement dans le sens du décideur politique vers la recherche. Ça va aussi de l'autre côté. C'est-à-dire, on a beaucoup on a au moins, dans certains cas, on voit que la recherche peut, et là c'est la thèse qui est qu'après Peter Haas a développé dans le concept de communauté épistémique, que finalement les scientifiques, ils peuvent aussi, lorsqu'ils sont bien organisés, lorsqu'ils s'entendent, et ils ont à peu près arrivent à peu près aux mêmes conclusions, les scientifiques eux-mêmes, ils peuvent faire évoluer ensuite ces systèmes de gouvernance. Surtout lorsqu'il y a une plateforme organisationnelle comme une convention, comme une institution en place. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui va dans les deux sens. Et les zones ateliers, en fait, ils participent de ce même processus. Donc, moi, voilà, ça, c'est beaucoup d'années de travail. Donc, aujourd'hui, j'ai un peu avancé et je m'intéresse beaucoup pas seulement à l'applicabilité de ce concept de façon horizontale sur plusieurs types d'écosystèmes, mais aussi de façon verticale. Pas encore au niveau mondial, mais surtout au niveau territorial. Donc, comment est-ce qu'on peut faire le downscaling, non, après porter au niveau territorial ces concepts. Et en France aujourd'hui, je suis vraiment ravi que le CNRS, encore il y a 20 ans, a mis en place ce programme interdisciplinaire que chez moi vraiment est pionnier au niveau mondial. Qui va investir une écorégion. Donc, à France, on en a 14, plus une, celle que je porte avec les collègues en Argonne. Donc, on va investir une région environnementale. Concrètement, on va rassembler les efforts de plusieurs laboratoires de recherche sur ce même territoire. Et l'idée est que cela contribue ensuite à accélérer le travail aussi institutionnel sur ces territoires. Bien sûr, cela ne fonctionne pas forcément. C'est un travail en fait qui n'est pas évident et qui m'intéresse. Pour moi, c'est mon terrain de recherche.
Donc, c'est en fait un des terrains de recherche, c'est comprendre comment s'opère cette relation entre science et territoire dans les zones ateliers. Après, très brièvement, les autres questions que vous avez posées par rapport à la subsidiarité. Hein, quel est le bon niveau? Donc, bon, c'est une question à laquelle on peut répondre d'une façon, disons, normative. Hein, donc, on peut faire appel, bien sûr, au traité de l'Union européenne. On peut réciter la définition de la subsidiarité qu'on connaît tous. Mais aussi, on peut avoir une approche un peu plus pragmatique, c'est-à-dire aller voir où les décisions sont prises autour des questions, des problèmes environnementaux sur le territoire. Et là, il y a notamment la question de la masse critique des connaissances nécessaires, qui est très importante. C'est-à-dire, souvent, paradoxalement, au niveau local, on connaît très bien son coin, on connaît très bien les problèmes, au moins, on pense de connaître très bien les problèmes écologiques à proximité, le contexte sociétal, mais en fait, souvent, sur toute une série de questions, on ne va pas avoir localement l'expertise sur ces questions-là. Je vais faire un exemple tout bête, la continuité écologique. Ici, sur le territoire champardonnais, lorsque je suis arrivé à Reims, en fait, on commençait, bon, c'était, disons, le Grenelle venait de plus ou moins d'avoir lieu, au moins la loi aînée venait commencer à être mise en œuvre. Donc, on s'interrogeait beaucoup sur la continuité écologique. Donc, il y avait la région qui a mis en place le schéma régional de continuité écologique. Il y a, par exemple, le PNR des Ardennes qui a commencé qui réfléchissait à une déclinaison territoriale de la traversée bleue, des communes qui commençaient. Mais sur tout le territoire champardonnais, il y avait un expert en 2015-2016 qui était formé, qui avait une bonne idée de qu'est-ce que c'était une traversée bleue. Et donc, bien sûr, dans ce contexte-là, c'était extrêmement difficile de travailler sur la traversée bleue au niveau local. Donc, en fait, pour moi, c'est toujours très important de croiser, bien sûr, légitimité réelle ou perçue, disons, parce qu'on peut avoir, disons, un groupe d'acteurs localement très actifs qui vont se mobiliser pour résoudre en toute bonne foi des problèmes écologiques, mais qui finalement, lorsqu'on fait le compte des voix, vont peut-être être très légitimes d'un point de vue de la bonne foi, mais ne vont pas peser autant que le maire, ou ne vont pas peser autant que des représentants des élus, qui souvent vont avoir derrière une frange souvent plus large, mais pas toujours, de la population. Et bien sûr, il y a ces dynamiques de légitimité qui entrent en jeu au niveau local, mais que selon moi, il faut toujours croiser avec aussi la légitimité, disons, scientifique, de l'expertise, des connaissances qu'on peut mobiliser. Et qui est une légitimité et là je déclare en fait mon biais de personne qui a toujours travaillé surtout au niveau international, régional, national et juste un peu local. Au niveau national, on se rend compte en fait que sur les territoires, souvent, on a un manque de connaissances, un manque de vision d'ensemble. Donc, selon moi, ces deux choses vont absolument croiser. Et un des défis aussi pour la recherche sur ces thématiques, c'est de développer des schémas conceptuels, de développer aussi de projets de recherche capables de croiser ces différents types de légitimité, à la fois scientifique, d'expertise, ainsi de suite, mais aussi politique au sens aussi noble du terme.
Désolé si j'ai pris un peu de temps, mais j'espère aussi d'avoir répondu aux différentes questions. Merci. Ensuite, Antoine souhaitait poser une question. Allez-y. Oui, bonsoir monsieur, merci pour votre intervention, c'est très très intéressant. Moi je suis un élève de l'école doctorale en histoire et je travaille sur le lutte environnementale dans l'Estonie soviétique et comment est-ce que ces luttes, par leur politisation, ont finalement contribué à l'éclatement de l'Union soviétique. Et du coup, j'étais interpellé par ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que votre éditeur vous avait demandé de parler de la mer Baltique. Et je souhaitais savoir pourquoi. Et surtout, savoir s'il y avait un lien entre le fait qu'on voulait vous faire parler de la mer Baltique et peut-être que cet espace se prêtait justement particulièrement aux idées de l'éco-régionalisme. Savoir si peut-être la mer Baltique était un espace particulièrement propice en raison des échanges qu'il y a à ce genre d'idées. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Et je trouve que le cas de l'Estonie est très intéressant aussi pour l'Asie centrale. Parce que vous serez étonné de la quantité d'experts depuis l'époque soviétique, estonienne notamment, qui ont travaillé encore sur la gestion de l'eau en Asie centrale. Mais bon, je pourrais passer quelques contacts par la suite si vous souhaitez par mail. Des personnes vraiment intéressantes à interviewer. Donc, pourquoi la Baltique? C'est très simple, parce que depuis au moins les années 70, c'est d'abord un territoire à fort enjeu. C'est une mer extrêmement polluée, encore pire que la Méditerranée. Et donc, c'est une mer eutrophisée. Hein. Donc, il n'y a pas d'oxygène qui ne permet pas à la fleur, à la faune de ces eaux. C'est une mer morte, en fait, une bonne partie. Et c'est une mer qui, paradoxalement, a beaucoup en commun avec le vrai ancêtre de tout cela, qui est la commission autour en Amérique du Nord, en fait, autour des Grands Lacs. Et l'International Joint Commission, qui là aussi, même si ce n'est pas la mer, c'est un système très eutrophisé où l'eau est morte, en fait. Et la Baltique, en fait, depuis les années 60, début des années 70, s'est beaucoup inspiré des Grands Lacs pour essayer de résoudre ces problèmes. Et disons, d'un point de vue technique, c'est vraiment étonnant, mais encore aujourd'hui, à quel point les deux systèmes, et là vraiment, je vous invite à lire les deux chapitres, les deux systèmes se rassemblent. Donc, ils font une chose côté Amérique du Nord, dans la Baltique, ils vont faire la même chose. Ils font une chose côté Baltique, Amérique du Nord. Une espèce même s'il n'est pas formalisé, ce sont deux parties du monde qui sont toujours regardées. Et bien sûr, la guerre froide a quelque chose à voir là-dedans, dans le sens que vous n'avez pas sans connaître voilà, l'importance, par exemple, de leur summit de Stockholm, en fait, en 72, dans le contexte de la guerre froide, donc la Suède, aussi pays de la mer Baltique, le processus d'Helsinki sur les droits de l'homme, qui ensuite a conduit à la création de l'OSCE. Donc la Scandinavie, ça a été vraiment un laboratoire de rapprochement entre Est et Ouest. Et ce rapprochement, ça s'est fait beaucoup, en fait, mais pas que, autour des problèmes environnementaux de la mer Baltique, où à l'époque, nous avions donc bien sûr l'URSS, la Pologne, qui était à l'origine d'une bonne partie des problèmes environnementaux, mais pas que, même les pays scandinaves, de la mer Baltique. Donc aujourd'hui, bien sûr, la situation a beaucoup changé. Donc aujourd'hui, c'est une mer qui est devenue très européenne. Et la mer Baltique, aujourd'hui, on a essentiellement l'Union européenne et la Russie. On est resté là. Mais les dynamiques, disons, qu'on observait autrefois, restent importantes parce que l'Union européenne, bien sûr, il y a les pays scandinaves qui, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'industrie dans les pays scandinaves. Donc, ils sont source de très peu de pollution.
sauf un peu pour les eaux usées, mais ce n'est pas grand-chose. Les deux pays vraiment à problème sont la Pologne, hein, avec surtout son secteur agricole, mais aussi la Russie, surtout avec les eaux usées et quelques sites industriels. Et donc, il y a une dynamique complètement renouvelée, mais on garde une très forte dépendance au sentier par rapport à tout ce qui a été commencé dans les années 70. Par contre, par rapport à l'Estonie en particulier, l'Estonie, bien sûr, est un acteur de la gouvernance de la Baltique aujourd'hui, mais bien sûr, n'est pas, en fait, fait le jeu joue la carte de l'Union européenne. Voilà. Et ce qui est très intéressant est que l'Union européenne aujourd'hui structure une bonne partie de ces programmes de coopération dans le cadre surtout de la DG Régio, hein, de la politique régionale de l'Union européenne, autour de régions environnementales. Donc, on a un programme de financement structurel de l'Union européenne qui s'appelle Baltique, hein, autour de la mer Baltique. Donc, une bonne partie des financements sont structurés autour de cette écorégion. On a un programme pour les Alpes, hein, et un programme pour la Méditerranée. Ce qui est vraiment très intéressant, l'Union européenne structure peut-être aussi pour casser, disons, l'espace européen qui est un peu trop peut-être entre pays du Nord, pays du Sud, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Allemagne, tous les autres, ainsi de suite, autour des choses qui sont peut-être politiquement un peu moins des patates chaudes, donc comme les régions environnantes. C'est une autre façon de découper le territoire européen, l'espace européen. Merci beaucoup. Je veux bien les contacts du coup. Je prendrai contact avec vous après. Merci. Avec plaisir. Merci Antoine pour votre question et Marco pour vos réponses. Alors, ensuite, on a des petites demandes, des demandes de prise de parole dans le lien, dans la conversation, pardon, par Nathalie d'abord, Jérôme Gaillardet qui souhaiterait faire une remarque, et puis Elisabeth Milkovic, mais peut-être a-t-elle déjà sa réponse. Commençons par Nathalie, si vous voulez. Nathalie ? Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je suis étudiante en M2 en politique comparée à l'école doctorale. Moi, j'avais une question qui était un peu liée à ce qu'avait dit Monsieur Reber avant. Et je voulais savoir particulièrement pour l'écorégion andine, étant donné qu'il y a énormément de communautés indigènes dans cette écorégion-là. Je me demandais comment est-ce que les formes de savoir local, qui étaient donc potentiellement non scientifiques et qui étaient endogènes à l'écorégion elle-même, pouvaient être incorporées, ou si elles étaient d'ailleurs incorporées, dans les processus de construction de ces institutions. Merci. Alors, merci beaucoup. Je vais donner deux éléments de réponse. Donc, le premier est que bon, le cas andin est assez particulier parce que dans les Andes, on a la communauté andine et on a un autre processus, une espèce de partenariat pour les Andes qui reste quelque chose d'assez peu institutionnalisé. La Convention andine, en fait, c'est quelque chose d'un point de vue institutionnel très proche de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment une institution très développée et très axée sur tout ce qui est économique, en fait. Libre commerce, ainsi de suite. Et c'est quelque chose aussi, c'est une institution qui est un peu en crise depuis une vingtaine d'années. Et vraiment, c'est un cas très, très, très particulier. Mais ça me permet de mettre en exergue le fait que dans toutes les écorégions, non, pas toutes, dans 2 sur 4, pardon, 4 sur 6, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a souvent 2 processus en parallèle. Donc, un processus proprement, au moins ce que je considère proprement écorégional, donc là où nous avons essentiellement des acteurs environnementaux, par exemple des ministères de l'environnement, des ONG environnementales, et ainsi de suite, qui vont être mobilisés. Hein. Et en parallèle, on va avoir des processus pensés, par exemple, à l'Union pour la Méditerranée, hein, qui ne vont pas ou très peu associer
les ministères de l'Environnement, la, disons, communauté environnementale, les ONG environnementales, etc., et qui vont traiter à l'échelle éco-régionale toute une série d'autres problématiques, y compris liées à la sécurité, au commerce, ainsi de suite, et que parfois, en fait, ces deux types d'institutions peuvent soit générer confusion, soit entrer parfois même en compétition les uns avec les autres, mais généralement, il y a une espèce de complémentarité, une espèce aussi de division du travail qui fait que, OK, même dans la Baltique, il y a le processus environnemental, la Convention d'Helsinki, qui va s'occuper de la pollution, essentiellement la mer Baltique, et après, il y a un autre processus en parallèle, plus général, qui va s'occuper aussi des autres questions. Et ce qui est intéressant de la question indigène est que c'est une question qui n'est pas purement environnementale. Donc, c'est une question, en fait, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et donc, de laquelle c'est bien sûr saisi la communauté andine, donc ce processus un peu plus large, et qui fait depuis plus d'une décennie un travail assez remarquable d'essayer de récolter, en fait, de moissonner toutes ces connaissances indigènes liées aux pratiques agricoles indigènes, liées aux cultures indigènes, au sens agricole toujours, liées aux pratiques commerciales ancestrales, ainsi de suite, qui sont aussi complétées pour la partie plus environnementale par ce processus qui est soutenu par la FAO et surtout par une ONG qui s'appelle Condesan pour la partie plus proprement environnementale. Et donc, tous ces processus qui sont essentiellement top-down, on parle de processus gouvernementaux qui vont faire attention à ces thématiques, à ces problématiques indigènes. En fait, il faut vraiment les distinguer d'après les dynamiques qu'on peut avoir plutôt au niveau local, au niveau vraiment de communautés indigènes. Et là, dans l'ouvrage, en fait, je présente un cas, disons, dans la partie nord du Chili, à la frontière avec l'Argentine et la Bolivie, où il y a une communauté indigène, en fait, que refuse, en fait, de partir, même si il y a l'intérêt sincère de la communauté andine, de ces processus plus portés au niveau national, voire international, de travailler avec eux, de construire quelque chose avec eux. Eux, par contre, ils ont une certaine méfiance par rapport à ces liens tissés au dehors de leur propre communauté et préfèrent plutôt renforcer le lien au niveau de leur communauté spécifiquement. Paradoxalement, c'est quelque chose qu'on retrouve, et désolé, là je vais faire vraiment une comment est-ce qu'on appelle ça, comme les danseurs. Bon, je vais faire un saut particulièrement... Un saut périlleux. Oui, une transition très périlleuse. Un entrechat. Comment est-ce qu'on dit quand on ouvre les jambes trop Un grand écart. Un grand écart, c'est ça. Okay. Je vais faire un grand écart par rapport, par exemple, à l'Italie et au mouvement de la Ligue du Nord. On peut concevoir aussi ça comme un mouvement indigène d'une communauté locale, celle du nord de l'Italie, qui a une vision distincte par rapport à celle du pays, Italie. Et là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, vous savez, je travaille beaucoup sur la Convention alpine, dans ma thèse, donc sur les Alpes. Par contre, vous savez que la Ligue du Nord, pendant longtemps, peut-être encore, milite pour la création d'un pays nouveau en Italie du Nord qui s'appelle la Padania. Padania, et le nom est tiré d'où tiré de la plaine du Pô, la Pianura Padana. Donc, c'est une plaine, c'est une écorégion. Et paradoxalement, en fait, la Ligue du Nord a traditionnellement très peu soutenu la Convention alpine, qui est vue comme quelque chose, voilà, plutôt
qui les distrait, hein, cette focale sur les Alpes, par rapport à la focale à eux, qui c'est plutôt la plaine du Pô. Et je me dis en fait que finalement, c'est une dynamique très sociale, très politique, qui n'est pas si loin que ça de ce qu'on peut observer dans les Indes, avec ces communautés indigènes qui un peu refusent d'inscrire leurs actions au niveau de la communauté andine, qui est perçue comme quelque chose plutôt contrôlé par Lima, par les capitales. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, mais bon, j'ai essayé au moins. Beaucoup d'éléments en tout cas. Merci, Marco. Jérôme Gaillardet voulait faire une observation ou un commentaire. Oui, bonjour. Merci, Jean, Marco, pour ton exposé. C'était vraiment intéressant. J'avais un commentaire sur la longue liste à l'après-vert des géorégions, des écorégions, des géorégions étant une construction particulièrement intéressante quand même. En fait, en France, j'avais deux remarques, hein. En France, la biogéographie a été un moment très important, hein. C'était une grande école, en particulier à Paris Sud. Elle est morte. Et elle est morte scientifiquement. Elle a débouché sur rien. Et une des raisons en particulier, c'est qu'elle postulait comme un espèce d'état d'équilibre. C'est-à-dire qu'en gros, une région donnée, caractérisée par sa géologie, son climat, ses pentes, enfin, toutes ces caractéristiques de la zone critique, hein, que j'aime bien, tendait vers une espèce de stase. Ils appelaient ça le climax. Donc, il y a derrière la biogéographie l'idée que quelque part, il y a une stabilité inaltérable. Voilà. Et ça, ce n'est pas vrai. Du point de vue, je veux dire, géologique, écologique, les milieux varient tout le temps. Et quand on regarde la biodiversité, en fait, la biodiversité, c'est l'accumulation des changements historiques et le fait que certaines espèces arrivent à persister alors que le climat a changé parce qu'elles se sont trouvées une petite niche quelque part. Est-ce que dans le concept d'éco-régionalisme, il ne faudrait pas aussi s'inspirer de cette histoire que les institutions, les peuples, les habitudes, etc., elles changent tout le temps et que en fait, est-ce qu'il n'y a pas un danger à une certaine fixation des choses une fois qu'on a défini ces éco-régions-là? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Oui, absolument. Non, merci beaucoup pour cette remarque. Et oui, absolument. Et donc, c'est une des difficultés en fait de ce concept. Et donc, qui, pour moi, est vraiment important et vraiment intéressant, mais vraiment important de l'approfondir pour bien comprendre en fait tous les tenants et les aboutissants. Parce que malheureusement, parfois, il peut être pris de façon un peu idéologique, hein. Et c'est quelque chose dont je traite aussi dans l'ouvrage, c'est-à-dire éco-régionalisme, en fait, il faut être conscient que pour certains, c'est une idéologie, hein. Donc, à poursuivre, donc une idée, hein, à mettre en œuvre, et si on la met en œuvre, on sera mieux. Et ça, je ne sais pas, hein, si on serait mieux, je n'ai pas des éléments pour le dire. Par contre, oui, les écosystèmes bougent tout le temps, même les hydrosystèmes, même les systèmes géologiques, hein, dans des temps peut-être différents, mais les hydrosystèmes, ils changent très, très rapidement aussi. Il y a toute la question des transferts d'eau entre bassins, hein. Donc, par exemple, si vous avez deux bassins versants d'un point de vue, disons, hydrologique séparé, mais lorsque vous faites un canal, hein, qui va les relier, vous créez des transferts entre bassins, qui, par exemple, en Amérique du Nord, sont strictement interdits, hein, mais par contre, qu'en Europe, on pratique, qui complique énormément, hein, la gestion par bassin. Donc, comment est-ce qu'on traite, en fait, ces espaces interbassins? Et sur moi, c'est aussi un domaine de recherche absolument intéressant et innovant de travailler sur l'interbassin. Et la zone atelier Argonne est un interbassin. Il faut entre la Meuse et l'Ardenne. Et la Seine. Donc, un des problèmes, disons, conceptuels, mais aussi dans la pratique par rapport aux écorégions, aux institutions qui s'organisent sur base écorégionale, c'est pas que la question qu'elles chevauchent, hein, tout le temps. Donc, par exemple, vous avez en France les agences de l'eau, hein,
et donc les SDAGE, les SAGE, et donc les bassins, les sous-bassins. Mais vous avez aussi, par exemple, il y a les comités massifs. Il y a les conservateurs du littoral. Non, et tout ça se chevauche. Hein. Donc, on peut avoir des territoires qui sont à la fois dans des bassins, sur la côte, c'est littoral, et dans un massif, hein, surtout en PACA. Donc, quelle est la dimension, entre guillemets, qui prime? Mais il y a aussi cette question du changement. Donc, du fait que, surtout par rapport aux écosystèmes, les écosystèmes, surtout dans un contexte de changement climatique, évoluent. Hein, mais aussi, il y a pas que le changement climatique, il y a les changements démographiques. Hein. Un des enjeux principaux pour la zone atelier, pour le projet Zone Atelier Argonne, c'est on est dans un territoire hyper rural qui continue à perdre de la population. Et donc, oui, il y a le changement climatique qui est en train de chamboler, c'est un massif forestier, donc il y a la forêt, les gens, il y a beaucoup de questionnements voilà, sur les essences à garder, à planter, et ainsi de suite. Mais avant cela, il y a tout d'abord c'est un immense changement démographique hein, qui a lieu, ces changements socio-économiques qui ont lieu. Et comment est-ce qu'on prend tout cela en considération lorsque on veut gérer cet espace, ce système socio-écologique? Et c'est une problématique que, par exemple, tous les PNR, tous les parcs nationaux ont. Hein, et la question du périmètre hein, n'est pas une question anodine, pas du tout. Hein, parce que le périmètre, comme nous apprend Bernard de Barbieux et d'autres géographes français qui souvent travaillent en Suisse par ailleurs, sont des territoires qui se dessinent. Et donc, ce qui est très important, par contre, d'un point de vue institutionnel, être conscient de cela et de construire et intégrer, lorsqu'on conçoit ces systèmes de gouvernance, d'intégrer en fait la possibilité de variation, la possibilité de changement. Et malheureusement, voilà, au niveau international, donc les accords environnementaux régionaux sont vraiment très rigides, hein, sont vraiment difficiles à faire évoluer sur cet aspect-là. Et donc renégocier un accord. Donc, dans le cas de Méditerranée, Baltique, ça a été tous les deux renégocié. Ça prend des années. Hein. IFAS, donc pour la mer d'Aral, sur lequel je travaille maintenant, et je travaillais encore plusieurs années. Là, ça fait au moins depuis 2016, mais honnêtement, au moins une décennie qu'on essaie qu'il y a plusieurs entités qui essayent de le réformer. C'est vraiment complexe. Hein, parce qu'il faut passer par les gouvernements, par les pays, par les parlements, et ce sont des équilibres qui sont difficiles à changer, même si tout le monde est d'accord qu'il faut les changer. Hein. Mais chaque changement va favoriser l'un plutôt que l'autre, et voilà. Et il faut trouver en fait la bonne configuration d'acteurs, hein, un peu l'alignement des astres, entre guillemets, qui va permettre de passer à l'action. Et ça, c'est quelque chose qui se construit. Hein. Il faut aussi un certain savoir-faire de mettre en place cela, mais aussi quelque chose qui arrive. Une hypothèse que j'ai un peu explorée dans l'ouvrage, est-ce que la politique, hein, aussi par exemple les mouvements politiques, les partis politiques, ont une influence sur ça? Hein. C'est par exemple au niveau territorial, avec par exemple les PNR, les plans climat en France ou aux États-Unis, on se rend compte que voilà, la dimension politique, même partitique, est importante. Les plans climat énergie territoriaux, souvent, ont été portés par des Verts. Hein. Aux États-Unis, c'est la même chose. Au niveau disons, éco-régional, au niveau international, non. Hein. En fait, paradoxalement, je me suis rendu compte qu'on retrouve toujours une pluralité d'orientations politiques avec voilà, des processus qui ont débauché, avec voilà, certains pays qui étaient plutôt à gauche, d'autres pays qui étaient plutôt à droite. Et donc, je n'ai pas trouvé, au moins dans les cas que j'ai étudiés, y compris les deux en plus,
je ne peux pas trouver trop d'impact de la dimension politique. Mais bon, pour revenir à la question, oui, il faut absolument prendre en considération cette variabilité. Et c'est pour ça que aussi dans mes analyses, je parle aussi toujours de processus, hein, parce que les processus permettent de garder un peu cette flexibilité. Hein. Par contre, parfois, en fait, les processus, tôt ou tard, finissent par s'institutionnaliser pour des logiques très simples. Donc, si vous avez processus, concrètement, c'est des gens qui se réunissent une fois, 2 fois, 3 fois par an, ça va commencer à durer, hein, comme dans le CST, le processus d'Helsinki, on commence à se réunir assez régulièrement. Et concrètement, ce sont des réunions ad hoc. Donc, chaque fois, il faut réinventer un protocole, il faut réinventer un processus décisionnel, ainsi de suite. Et donc, pour une question, et là, c'est vraiment une question rationnelle, hein, de choix rationnel, on va finir par institutionnaliser la chose et créer des institutions qui, par contre, cristallisent le processus et rendent cette adaptabilité un peu plus compliquée. Mais bon, finalement, l'important, c'est que les gens continuent à se réunir, que ça ne reste pas un morceau de papier dans un tiroir. Et heureusement, la plupart de ces accords environnementaux régionaux conduisent à des processus qui vont pouvoir être relativement adaptatifs, mais pas dans la forme, hein, plutôt sur les contenus. Bon, désolé pour tous ces... J'ai un peu divagué, mais j'espère avoir répondu à ces très bonnes questions. Merci, Jean. Merci. Merci beaucoup. Merci Yann Marco, ce sont des éléments de réponse très documentés, très fournis et très intéressants, très stimulants. Voilà. Si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter notre séance ici. Il est déjà un petit peu tard. On est dans les temps de notre session, mais nous avons déjà bien échangé. J'aurai encore des questions, mais je pense qu'on peut les garder pour prolonger, parce que je ne doute pas qu'on aura d'autres débats sur ces sujets de gouvernance des écosystèmes et aussi peut-être sur la littérature des communs qui est aujourd'hui, je crois, un petit peu au-delà du paradigme défini par Ostrom et Oren Jung, et sur lequel j'aimerais qu'on puisse revenir et échanger dans le séminaire. Donc, merci infiniment, Yann Marco. Merci à tous pour vos questions, votre participation à cette discussion. Participation très appréciée, en particulier nos étudiants et doctorants qui sont très bienvenus dans ce séminaire. On se donne rendez-vous, on s'inscrit tous pour mardi, alors au séminaire de Bernard, on se retrouve tous là-bas. Hein. C'est pas mon séminaire, mais c'est les 2 jours. Donc, le 17 août, ça commence à 9h20. Ce sera la première fois que des chercheurs qui ont pu observer cette Convention citoyenne pour le climat présentent des résultats. Alors, résultats, selon la discipline, ça ne veut pas dire la même chose. Et donc, ce ne sera pas le dernier mot sur cette affaire, mais c'est le premier. Et c'est la première fois que des gens qui l'ont suivi comme chercheurs se prononcent. Parce qu'il y a quand même déjà plus d'un chercheur qui ont commis des articles en ayant vu les choses de l'extérieur. Et puis, bon, il y a bien sûr des gens qui ont décrété que c'était un succès historique ou alors que c'était une catastrophe. Donc, c'est intéressant. Vous êtes les bienvenus. Il y aura toutes sortes de savoirs au cours de. Et alors, bon, on espère que ce ne sera pas des tunnels, parce que c'est vrai que 2 jours, on a essayé de faire un programme pas trop lourd. Je crois que vous l'avez tous reçu. J'espère que. Enfin, tous ceux qui n'ont pas reçu, vous pouvez m'envoyer un mail, mais normalement, ça a été largement diffusé, ou alors aller sur le site des centres de politique de la Terre, du Centre des politiques de la Terre, où tout y figure. Bon, merci pour le séminaire. Et bon, bah voilà, on est loin, hein, mais on arrive quand même à faire des choses ensemble. Merci. Est-ce que je peux poser une question à l'avance? Oui. Pourquoi ils n'ont pas fait 2 conventions pour le climat? Ça aurait été comment on peut dire, fantastique. Comme ça, on aurait pu tester en fait la validité croisée. C'est-à-dire 2 conventions, c'est-à-dire faire les 2 conventions en France pour que les chercheurs s'excitent pour savoir avoir 2 groupes de citoyens. Et alors, je peux déjà répondre. C'est génial. Oui, je peux te répondre. Il y a des gens qui ont proposé cela, notamment des Américains, parce qu'aujourd'hui, pour être publié dans des revues anglo-saxonnes, il faut faire du quanti
très stabilisé. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ne voient pas ce qu'est la Convention citoyenne pour le climat. Ce n'est pas une expérience à 5 millions pour des chercheurs, c'est une expérience sociopolitique qui doit prendre des décisions politiques lourdes, qui est embarquée dans un processus politique. Donc, il y a des gens qui ont même proposé de faire des comparaisons entre la taille des tables ou des choses comme ça. Alors, quand ils ont vu arriver cela, le comité de gouvernance, ils ont ouvert des grands yeux. Mais pour nous, chercheurs, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Alors moi, je suis à l'aise, je suis philosophe politique, mais il y en a plein aussi qui se posent la question, est-ce qu'on doit faire ces expériences que pour faire des expériences de recherche? Bon, on peut aussi répondre autrement en disant que ça fait 50 ans qu'on fait des délibérations, des expériences et qu'on change des choses à la marge et que ça n'a aucun impact sur les prises de décision. Donc là, on a quelque chose qui peut avoir peut-être un impact sur les prises de décision. Voilà, essayons de l'analyser, essayons de voir, et ça, c'est des questions plutôt d'avenir. Comment est-ce qu'on passe de mini-public ou d'expériences très, très bien pensées par des chercheurs à des décisions qui prennent leur place dans un système interinstitutionnel? Voilà. La logique, c'était plutôt comme on a l'Assemblée nationale, le Sénat. Oui. Faire à peu près, voilà, dédoubler en fait le processus pour avoir, parce que lorsque vous avez deux assemblées qui vont donner les mêmes préconisations, ça Oui. va renforcer beaucoup ces préconisations. Mais bon, ah oui, je vais participer au… C'était pas d'avoir un public qui ne serait pas soumis aux mêmes informations pour voir si ça faisait vraiment une différence. C'était pas Exactement, ça. Exactement. Avoir une espèce de deux chambres en fait pour augmenter en fait la légitimité des résultats. Oui, donc c'est pas tellement si être exposé ou entrer dans un processus délibératif, ça fait changer les esprits, c'est plutôt pour avoir plus d'impact, ce que vous disiez. Absolument. Vous auriez pu dire, et là, on a de la chance parce que là, il y a plein d'acteurs qui font des choses pour nous, c'est qu'en fait, dans la foulée de la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu la Convention Occitanie pour le Green Deal, qui a eu lieu d'octobre, et là, ils sont en train de voter maintenant, et vous pourriez faire une comparaison régionale, nationale. Vous pouvez faire aussi, parce que pendant qu'il y a eu la Convention, une comparaison internationale, parce que le Parlement de UK a proposé la même chose avec des procédures beaucoup plus strictes et beaucoup moins de publicité pour des résultats, bon, vous verrez. Donc, il y en a des expériences, mais bon, voilà. Faut que plaisir de participer la semaine prochaine. Bon, il faut qu'on se revoie alors. Hein, oui, on va se revoir avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup pour cette invitation. Au revoir, merci à tous. Merci Yann Marco, à très bientôt. Merci Richard. Au revoir. Au revoir.